Le rendez-vous, vous le connaissez par cœur, juste après le deuxième grand journal de la rédaction de Radio Télé Pays Guyane. L'invité du 7h de Victor Zamitre. Bonjour Victor. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Ce matin, vous recevez Éric Heyer. C'est un discours qui a été martelé par l'ancien Premier ministre François Bayrou. La France, je cite, est en danger immédiat face au surendettement, crise de la dette, déficit public, maîtrise de nos finances. Impossible d'échapper à toutes ces expressions qui reviennent en boucle depuis ces dernières semaines, pour ne pas dire ces dernières décennies, car la situation n'est pas nouvelle. Depuis 1967, la France enchaîne en quelque sorte les découvertes avec des budgets en déséquilibre, plus de dépenses que de recettes, des découvertes qu'elle comble en empruntant sur les marchés financiers, et la dette publique finalement c'est le cumul de tous ces déficits additionnés les uns aux autres depuis près de 60 ans, auxquels on ajoute les intérêts à rembourser aux créanciers qui prêtent de l'argent à l'État. Conséquence, plus de 3000 milliards d'euros de dettes, et ne vous y trompez pas, cela a un impact sur ce que l'on vit ici en Guyane. Le budget, les finances publiques et la dette ne sont pas des lointains sujets sans incidence sur notre vie quotidienne. Pour en parler, Éric Heyer est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous dirigez le département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et vous êtes en Guyane cette semaine à l'invitation du député David Riemann pour donner 2 conférences. Ce sera aujourd'hui et demain à l'Université de Guyane sur justement la dette publique et le contexte économique mondial actuel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour répondre à nos questions, Éric Heyer. J'aimerais déjà vous lancer pour commencer sur un raccourci, une comparaison qui est souvent faite, celle de comparer le budget d'un État au budget d'un ménage. On entend tout le temps sur plein de plateaux télé des personnes dire personnellement, voilà, moi je suis obligé de rembourser ma dette, donc il n'y a pas de raison finalement que l'État ne le fasse pas lui aussi. Est-ce que ça a vraiment du sens de dire ça, Éric Heyer, de comparer les deux? Alors, peut-être d'un point de vue pédagogique, on peut de temps en temps faire des parallèles, mais non, il faut pas comparer un État et un ménage. Ça serait assez long à expliquer, mais globalement, vous voyez, l'énorme écart, c'est que un ménage, malheureusement, est mortel, l'État non. Et donc, vous voyez, et en plus, l'État peut fixer un peu ses revenus. Un ménage ne peut pas fixer ses revenus. Vous voyez, vous aimeriez gagner plus. Non, un État peut toujours augmenter les impôts ou même réduire un peu plus facilement sa dépense publique qu'un ménage. Donc, je ne crois pas que ça soit la bonne façon de présenter les choses. Et surtout, vous voyez, quand on parle de surendettement, un ménage, vous voyez, donc on dit qu'il faut pas le faire, mais allez, continuons. Un ménage, lorsque il peut être surendetté, d'accord, mais ça va dépendre de pourquoi il s'est endetté. Oui. Si un ménage surendetté, on a en tête un ménage qui n'arrive plus à vivre, et donc pour se loger ou pour juste s'alimenter, il est obligé d'emprunter. Oui. D'accord. Ok. Et par contre, un ménage qui s'endette pour acheter un bien immobilier, ça, on ne dit pas qu'il est surendetté. Au contraire, on dit que c'est bien, il prépare l'avenir, etc. Donc, en fait, c'est ça la question qu'on doit se poser aussi pour l'État. C'est-à-dire que l'État doit aussi préparer l'avenir des générations futures. Si, pour préparer l'avenir des générations futures, il faut investir dans des hôpitaux, il y a un actif en face. Ce qu'on va léguer à nos enfants, c'est la dette, oui, parce qu'on n'aura pas demandé à la génération d'aujourd'hui de financer l'intégralité de l'hôpital, mais donc c'est normal que les générations futures payent aussi pour cet hôpital parce qu'ils vont en bénéficier. Lorsque l'État investit pour que finalement le monde de demain soit vivable, mais dans le sens premier, c'est-à-dire qu'on arrive à respirer, donc tout ce qui est transition écologique, est-ce qu'on doit demander à la génération d'aujourd'hui de financer l'intégralité de ces projets, ou est-ce qu'on doit dire aux générations futures, non, c'est aussi à toi à le financer. Donc vous voyez, la question de la dette publique doit se dire, ok, la dette a augmenté, vous l'avez dit, 3300 milliards, donc l'ancien Premier ministre disait, quand on le divise par le nombre d'habitants en France, c'est 50 000 euros de dette par habitant. Oui, mais d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas des actifs en face? Si on a autant d'actifs que de passifs, d'accord, finalement, on lègue aux générations aussi des actifs. Or, l'INSEE nous dit que les administrations publiques françaises disposent de plus d'actifs que de passifs. Donc, vous voyez, c'est une drôle de façon de voir ce surendettement. Donc, ce qu'on va laisser à nos enfants, c'est effectivement cette dette à rembourser, mais il y a aussi des actifs. Et il y a plus d'actifs. Alors, le raisonnement est pas très bon, mais en fait, les deux étaient faux. Dire qu'il y avait 50 000 euros par habitant était faux. Dire non, en fait, c'est pas 50 000 euros de passifs, mais 50 000 euros d'actifs. C'est 9 000, euros d'actifs, parce qu'il y a plus d'actifs que de passifs, c'est faux aussi, mais c'est un peu moins faux parce qu'on a regardé les deux. Donc, en fait, je pense que le débat est très mal posé. On doit se dire, bien entendu, que les finances publiques, c'est quelque chose de très sérieux et qu'on ait 5,8% de déficit en 2024, alors qu'on n'est pas en crise économique, ça doit nous questionner pourquoi on en est là. Et là, la pédagogie n'a pas été faite. C'est peut-être effectivement des politiques économiques qui n'ont pas porté ses fruits. Et typiquement,
Il y en a une, c'est-à-dire que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, la logique a été baissons les impôts, donc baissons les recettes donc, des administrations publiques, et vous verrez, ça va faire un choc sur l'activité tel que ça va s'autofinancer. C'est-à-dire qu'avec moins d'impôts, il y aura plus de recettes parce qu'il y aura plus de croissance. Oui, 2017, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, je crois que le déficit de la France, c'est quelque chose comme 3,2% à peu près. Et on était même en dessous des 3% en 2018. Donc vous voyez, avant la crise financière, la crise sanitaire, pardon, on était à des finances publiques relativement dans les clous de Bruxelles. Oui. Cette politique-là n'a pas marché, c'est ce qu'on appelle la politique de l'offre fiscale. Alors, peut-être qu'elle n'a pas marché parce que, entre-temps, il y a eu une crise sanitaire, puis après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc une crise énergétique, et donc la politique de l'offre n'a pas eu le temps de fonctionner, peut-être, d'accord. Mais toujours, est-il qu'il faut se dire que baisser les impôts, d'accord, en pensant que ça va redonner beaucoup d'activités, ça ne marche pas aussi bien que cela. Éric Heyer, vous avez parlé de la crise sanitaire. Moi, justement, ce qui me frappe quand on essaye de faire le bilan économique de tel ou tel gouvernement, c'est qu'il y a toujours une bonne raison de dire non mais c'est pas de ma faute. La crise économique de 2008, la guerre en Ukraine, le Covid-19, il se passe des choses, il y a des crises, donc les gouvernements doivent réagir. Et s'il y a bien une certitude, c'est que malheureusement des crises et des situations imprévues, il y en aura d'autres dans les années qui viennent. Du coup, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire la part des choses entre ce qui vient des crises extérieures et ce qui résulte en fait des résultats des choix politiques. Mais vous avez raison de dire que c'est multifactoriel, donc c'est très compliqué d'isoler une politique d'un choc. Bon, il est évident qu'une crise financière comme celle de 2008, on aurait pu l'anticiper parce que effectivement, ça c'est endogène au système. On a effectivement poussé des banques à endetter des ménages qui n'avaient pas les moyens de rembourser, et donc là effectivement, on aurait pu en tout cas, les fameux subprimes américains. Okay. Donc ça, c'est vraiment notre problème. On l'a mal régulé et donc il fallait en payer les conséquences. Une crise sanitaire, c'est un peu plus compliqué, vous voyez, de l'anticiper. Et alors, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était encore plus difficilement anticipable. Et là, ça nécessite effectivement que l'État intervienne comme finalement un prêteur, un peu en dernier ressort. Mais vous voyez, ça c'est intéressant. Effectivement, le déficit et la dette ont augmenté à cause de la crise sanitaire ou à cause ou à cause de la crise énergétique. On a soutenu le pouvoir d'achat des ménages en France, mais partout dans les pays européens, parce qu'on s'est dit il faut fermer l'économie, crise sanitaire, et il faut aider au moment de la crise énergétique les ménages et les entreprises à passer ce mauvais moment. Ça ne doit pas être financé par de la dette. On doit dire oui, bien sûr qu'on est là. On vous aide, mais une fois que le choc est passé, on doit demander des efforts pour rembourser cela, parce qu'on ne doit pas demander aux générations futures de payer notre pouvoir d'achat. Ça, c'est pas un investissement. On doit dire, c'est normal que l'État soit là, mais il est là juste temporairement, et ensuite il faut rembourser. Et vous voyez, là, il y a eu un biais en France, c'est que pendant cette crise énergétique, dans beaucoup de pays, on a fait des chèques aux ménages et aux entreprises. 200 €, 300 €, ok. Nous, en France, on a préféré faire des boucliers énergétiques, c'est-à-dire maîtriser l'inflation. Ouais, rendre indolore en fait l'augmentation des prix. En tout cas, moins indolore. Oui, bien sûr. Okay. Quel est en fait le défaut de la politique française? C'est-à-dire que quand vous faites un bouclier, les prix augmentent, mais moins que si on n'avait pas fait ce bouclier. Mais personne n'a l'impression d'avoir été aidé. D'accord? Les prix ont augmenté, mais moins que dans tous les pays. Ça, c'est vraiment un fait. L'inflation a été mieux maîtrisée en France que partout ailleurs dans les pays développés. Sauf que dans les autres pays développés, quand on leur dit maintenant il faut payer, on leur dit mais pourquoi je dois payer? Souviens-toi, on t'a donné 200 €, 300 €. On peut te rappeler le chiffre, on te dit voilà, on t'a donné 300 € pendant cette période-là, maintenant on te demande un effort de 200. On sait faire une soustraction. 300 moins 200, c'est facile. Lorsque c'est un bouclier, on ne sait pas qu'on a été aidé. On dit mais pourquoi tu veux que je rembourse alors que je n'ai pas été aidé? Et donc du coup, en France, on a du mal à se dire puisque j'ai été aidé, il faut qu'en retour je fasse un effort. Et donc les retraités disent mais pourquoi tu veux que je fasse un effort? J'ai pas été aidé. Les actifs disent mon salaire ne me permet plus de vivre correctement, c'est exact, mais globalement, tu as été aidé. Et là, on est dans la situation française où finalement, personne ne veut rembourser en disant va chercher le mistigris ailleurs, mais c'est pas moi qui en fait est la composante de ce déficit. Éric Heyer, vous dites finalement, ce n'est pas aux générations futures de payer pour notre pouvoir d'achat. Sous-entendu, la bonne dette, en fait, c'est quand on fait des investissements sur le futur et pour l'avenir. Mais
c'est quoi l'investissement en fait? Parce que quelque part construire un hôpital, oui d'accord, c'est un investissement, mais augmenter le pouvoir d'achat d'une population pour qu'elle puisse mieux vivre, faire des enfants et avoir un quotidien relativement épanoui, on va dire quelque part c'est aussi de l'investissement, non? Vous avez raison. Soit vous êtes un comptable, d'accord, et donc c'est facile, c'est un actif. Je veux avoir quand je m'endette, donc j'ai un passif, je veux un actif. Et là effectivement, c'est plus facile de se dire mais regarde, j'ai des hôpitaux, j'ai investi dans les entreprises, donc j'ai des actifs qui soient financiers ou immobiliers, ça c'est facile à valoriser. Mais effectivement, il y a certains actifs finalement non financiers qui sont peut-être pas très rentables. Vous voyez, si je fais un rond-point, est-ce que c'est vraiment un investissement qui est très rentable? Alors que le comptable va dire si, c'est une infrastructure, tu peux le valoriser. Bon. Et à côté de cela, si j'investis dans l'éducation des enfants, je peux dire c'est pas un actif que j'arrive à quantifier. À quantifier. Ouais. Or, c'est peut-être le meilleur investissement que je fais pour les générations futures. Et donc payer très bien les professeurs, ça peut être un très bon investissement, alors que dans la comptabilité, c'est du fonctionnement. Investir dans de la santé aussi, ça peut être là. Investir pour que il n'y ait pas d'inégalité, c'est-à-dire se dire tiens, on va sortir des gens de la pauvreté. En sortant les gens de la pauvreté, ils vont pouvoir finalement être actifs et sans doute sortir leurs enfants aussi de la pauvreté et donc faire de la croissance économique demain. Peut-être que c'est aussi une bonne politique. Donc, vous avez raison de dire que d'un point de vue comptable, c'est facile de dire qu'est-ce qui est un investissement, qu'est-ce qui est du fonctionnement. D'un point de vue d'un État, c'est peut-être se dire non, mais moi je prépare un avenir et donc sortir des gens de la pauvreté, c'est un très bon investissement que je fais pour les générations futures. Alors pour en revenir à la dette, Éric Heyer, le point qu'il faut avoir en tête, c'est que la dette pour l'État, c'est une obligation à rembourser, mais pour les investisseurs, c'est un placement financier. Si je suis un fonds de pension ou une banque commerciale et que je prête de l'argent à l'État, c'est pas par gentillesse, il y a des intérêts. À la fin, je serai gagnant et mon argent il sera sécurisé. Du coup, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le problème finalement, étant donné que les marchés financiers auront toujours intérêt à prêter de l'argent à l'État? Là, aujourd'hui, entre nous, il n'y a aucun problème. D'accord. On est d'accord. On s'invente un peu ce problème-là. Les taux d'intérêt pour la France sont à 3,5, mais vous voyez, 3,5, c'est le taux normal. Ça aussi, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant à peu près 4-5 ans avec des taux nuls. C'est-à-dire que l'État, voire même négatif. C'est-à-dire que l'État, quand il allait sur le marché financier, il gagnait de l'argent. C'était un taux fou. Donc, quand c'était à 0, voire négatif, on disait c'est n'importe quoi. Maintenant qu'on est à 3,5, on dit c'est n'importe quoi. Ça peut pas toujours être n'importe quoi. Le 3,5 de taux d'intérêt à 10 ans, c'est le taux normal. Vous voyez, si les auditeurs veulent avoir un ordre de grandeur, c'est quoi le taux normal auquel je devrais lever à 10 ans? C'est à peu près quelle est l'anticipation d'inflation au cours des 10 prochaines années en France? C'est 2%. Quelle est la croissance moyenne de l'économie en France au cours des 10 prochaines années? Ça tourne autour de 1. Donc 2 plus 1 égale 3. Donc c'est à 3 à peu près. On est à 3,5. Il y a un petit spread, on appelle ça, parce que en fait, on est dans une crise politique. Les acteurs se disent tiens, on ne sait pas finalement quel va être le budget en France, s'il y en aura un. Donc allez, on met une petite surprime, mais elle est de 0,2, 0,3, elle n'est pas non plus gigantesque. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'éviter, mais on reviendra pas à 0. 3, c'est le taux normal, c'est le taux auquel on devrait lever. Et effectivement, il faut se dire, mais qui a ses intérêts? Qui gagne cet argent-là? Vous voyez, c'est peut-être vous, moi. Vous voyez, le bon père de famille, le placement d'un bon père de famille, quand il en a les moyens, bien entendu, c'est de prendre une assurance vie. C'est le produit favori des ménages en France. C'est quoi une assurance vie? Et en fond, en euros, c'est-à-dire, je veux que mon capital soit garanti et que ça me rapporte un tout petit peu. Vous voyez, 3, c'est pas énorme avec une inflation à 2, allez, c'est à peine 1%. Et que l'argent que je place ne soit pas risqué finalement. Ne soit pas risqué. Quand vous demandez ça à votre assureur ou à votre banque, qu'est-ce qu'il fait? Il achète de la dette publique. Donc les intérêts que l'on paye, en fait, ça retourne dans votre poche, mais c'est pas comme ça que vous devenez riche. C'est juste merci de me prêter cet argent pendant 8 ans, 9 ans. Donc pendant 8 ans, 9 ans, vous ne disposez pas de cet argent. Et c'est que dans 8 ans, 9 ans que tu retrouveras cet argent-là. Il faut bien que ça soit un peu rémunéré. Vous voyez, en réel, c'est-à-dire lorsqu'on enlève l'inflation, vous gagnez que 1%, c'est pas non plus gigantesque. Donc oui, c'est normal, on est dans une situation normale. Et aujourd'hui, quand l'agence France Trésor va sur les marchés financiers, il y a 3 fois plus de demandes de prêter à l'État français que de propositions de dette. Donc vous voyez, la dette n'est absolument pas un problème aujourd'hui. Mais alors pourquoi on n'arrête pas de dire il y a un risque? Il y a un risque justement que demain ou après-demain ou dans 10 ans, les investisseurs regardent finalement la santé financière de l'État français en se disant oulala, j'ai pas prêté parce qu'il y a un risque au final qu'il fasse faillite.
il y a toujours un risque, c'est évident. C'est-à-dire que là, ce qui va pas aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on ne comprend pas pourquoi on est arrivé à 6%. D'accord, on nous a pas bien expliqué. 6% de déficit sur le budget. Et donc, quand on a 6% de déficit, la dette continue à augmenter et les marchés se disent, mais pourquoi la France est à 5,8 alors que les autres arrivent à le baisser. Donc, oui, parce qu'il faut effectivement tenter de rembourser une partie de ce qu'on a prêté aux Français pendant cette crise. C'est 120 milliards qu'il faut faire, vous voyez, en 5 ans. Il faut faire 120 milliards d'efforts. Alors, c'est sûr que si vous dites tout va bien, personne va vouloir les rembourser, ces 120 milliards. Et donc, les politiques aiment bien noircir le tableau en disant c'est la fin du monde si on ne le fait pas. C'est pour inciter les ménages à se poser les questions de « Allez, on va me demander des efforts, il va bien falloir que je l'accepte ». Je pense que la pédagogie n'est pas bien faite. Il faut dire non mais on va faire bien entendu des efforts, on va vous demander des efforts, il faut qu'ils soient bien partagés, c'est-à-dire que les plus riches doivent y participer, mais les actifs, mais les fonctionnaires, tout le monde doit participer à due proportion de ce qu'il a été aidé pendant cette période-là, mais il faut pas mettre en péril les investissements d'avenir. Il faut pas dire allez, on arrête tout, d'accord ? Non, il faut se dire bien sûr qu'on va demander des efforts, mais on va continuer à investir dans l'avenir. Et c'est cette capacité à investir dans l'avenir qui nous permettra de rendre la dette encore plus soutenable, parce que avec des investissements dans l'avenir, il y aura de la croissance, il y aura aussi du bien-être, et il y aura bien entendu une volonté de participer à finalement le financement de ce modèle social et de ces investissements de l'État. J'aimerais vous entendre, Éric Heyer, sur le poids de la dette. Aujourd'hui, en France, la dette représente 114% du PIB. Donc, pour le dire autrement, je sais que ça n'a pas de sens, mais je le dis pour que tout le monde puisse visualiser au final ce que ça signifie. Si on voulait rembourser la dette française d'un seul coup, il faudrait donner plus d'une année entière de production de richesse. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un seuil critique, en fait, un pourcentage à partir duquel avoir trop de dette, en fait, ça fait ralentir de fait la croissance d'un pays? Ah, c'est arrêter le Graal, ça. Les économistes académiques essayent de répondre à cette question. À partir de quel niveau? Alors, vous voyez, j'avais entendu 90%. Alors, vous avez raison, mais vous êtes allé vite. Au début, on était à 60%. C'est pour ça que dans les traités de Maastricht, on a mis 60%. Et puis, on a dépassé les 60% tous ensemble. Il s'est rien passé. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est combien? Et effectivement, il y a 2 très bons économistes, dans le sens très réputé, qui ont publié dans la plus belle des revues académiques, c'est l'American Economic Review, et qui indique effectivement c'est 90%. Ça y est, ils ont trouvé la valeur, c'est 90% au-dessus duquel, attention, ça va mal. Or, en fait, qu'est-ce qu'on s'est aperçu on s'est aperçu quelques années plus tard qu'ils avaient en fait un peu trafiqué les chiffres, et que en fait cette valeur n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est pas ça la bonne question. La dette brute ne veut rien dire. Si vous êtes à 60% de dette brute alors que vous avez fait que du fonctionnement, c'est une catastrophe. En revanche, si vous êtes à 100, vous voyez, le Japon est à 250 points de PIB, mais il y a des investissements derrière, c'est peut-être pas aussi grave que cela. Donc, sortons de ce raisonnement-là et posons-nous la question, qu'est-ce que l'on fait de notre dette publique? Est-ce qu'on investit pour l'avenir ou pas? Est-ce que le problème dans ce débat, ou plutôt l'angle mort, Éric Heyer, je suis pas économiste, mais j'écoute ce qui se dit à gauche comme à droite, et le discours sur la dette n'est absolument pas le même selon l'orientation politique de la personne qui parle. Est-ce que vous avez, et ce sera ma dernière question, des conseils en fait pour que chacun puisse se faire son avis sur le sujet sans être influencé en fait par un discours qui est politisé? Non, mais je pense que tout le monde peut réfléchir de son propre chef, et donc il faut essayer de se réapproprier la dette en disant la dette, c'est un instrument. D'accord. C'est un instrument qui doit être au service d'une politique économique. Oui. Or que là, aujourd'hui, on met la dette comme un objectif. On dit il faut réduire la dette ou il faut faire plus de dette. Mais non, on doit sortir de ce raisonnement-là. On doit se dire quel est notre objectif de politique économique. Tiens, allez, j'aimerais financer les retraites. Est-ce que la dette est le bon instrument pour cela? Non. La dette ne doit pas être utilisée pour cet objectif-là. Tiens. Et finance-le différemment. Ma dette, maintenant, mon objectif, c'est de préparer la transition écologique. Est-ce que la dette peut être un instrument? Oui, la dette peut être un instrument, et on peut t'expliquer. Donc, je pense qu'il faut aller réinverser, et chaque auditeur pourra aller voir après, dans la théorie économique, quelles sont les politiques économiques qui sont intéressantes, et se poser la question, est-ce que j'ai le droit d'utiliser la dette
pour aller vers cet objectif de politique économique et se rappeler que la dette est un instrument, mais absolument pas un objectif. D'ailleurs, et très rapidement, puisqu'on a commencé à parler de politique, comment est-ce qu'on explique que c'est surtout, on parlait d'Emmanuel Macron tout à l'heure, avec des gouvernements de droite qu'on voit les plus grosses augmentations de la dette, alors que c'est les mêmes qui disent il faut réduire la dette. Et là, pour le coup, c'est pas un jugement de valeur. Je suis allé voir les graphiques, c'est sous Chirac, Sarkozy et Macron depuis 2017 que la courbe a le plus augmenté. Vous avez raison. Dans les 50 dernières années, d'accord, la dette a augmenté de 100 points de PIB, d'accord. Quand c'est un gouvernement de droite, la dette a augmenté, donc ça fait 2 points en moyenne. Quand c'est un gouvernement de droite, de 2,2. Quand c'est un gouvernement de gauche, de 1,6. Donc effectivement, et sous Emmanuel Macron, on ne sait pas si c'est de gauche et de droite, de 2,2. Donc ça augmente plus du côté quand c'est un gouvernement de droite que de gauche, et on retrouve ce même résultat ailleurs. Parce que ce sont eux qui réduisent en fait les recettes de l'État, donc les impôts. Oh, c'est un peu ça. Vous voyez, alors vous avez deux logiques. Soit vous dites, en fait, quand je suis de droite, je veux moins d'État. Et donc, une façon de faire moins d'État, c'est de lui retirer les recettes. Si vous retirez les recettes de l'État en baissant les impôts, vous avez du coup des déficits qui augmentent, et on vous dit regardez, on est en faillite, il faut réduire la dépense. C'est une façon de légitimer moins d'État en mettant l'État dans des difficultés, en réduisant les impôts. Oui, derrière le sujet de la dette, évidemment, il y a des visions différentes, non seulement de la place de l'État, mais aussi de la société voulue. Merci beaucoup, merci infiniment Éric Heyer d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc ces 2 conférences que vous donnerez aujourd'hui et demain à l'Université de Guyane à l'invitation du député David Riemann. Très bonne journée.